la deuxième partie du sujet que nous avons traité la semaine dernière, c'est-à-dire la symbolique du nom africain. Alors, un petit rappel pour ceux qui n'étaient pas là la première fois, ce qui est essentiel à retenir, parce que la discussion a été longue et qu'on ne va pas tout reprendre. On avait vu qu'en Afrique, les noms correspondaient toujours à quelque chose. C'est-à-dire que l'attribution du nom correspond toujours à quelque chose et porte avec lui-même un sens. Donc il y a un univers de sens, de symboles comme ça, qui sont autour des noms. Il n'y a pas de prénom en Afrique. Contrairement à ce que les gens pensent, il n'y a pas de prénom. Il y a des noms, des surnoms et des étiquettes de noms. Les étiquettes de noms ne sont pas des surnoms. On va le voir tout à l'heure. Mais par abus de langage, nous avons retranscrit dans notre culture, la culture occidentale, qui elle-même, contrairement à ce que vous pensez, n'est pas si vieille que ça. Jusqu'au XIe siècle, les Français n'avaient pas de nom et de prénom. Il est même dans un livre que Lynn vend ici. J'ai vu ça, moi je pensais que c'était plus loin que ça. Mais jusqu'au XIe siècle, les Français n'avaient pas de nom et de prénom. C'est-à-dire qu'ils n'avaient que des prénoms, ils n'avaient pas de nom. Et à partir du moment où ça a commencé à être une pagaille générale, ils ont essayé de se donner des noms. Mais comment donner des noms? Parce que pour eux, ils ne l'ont pas fait à partir des familles, en dehors des familles royales. Donc ils ont commencé à le faire par métier. C'est pour ça que vous voyez, par exemple, les noms en France et comme ailleurs dans beaucoup de pays d'Europe, c'est les noms, par exemple, si vous êtes cultivateur, que votre travail c'est du poirier, vous vous appelez poirier. Si vous appelez pommier et pomme, vous cultivez les pommes, vous appelez pommier. Et il y a d'autres qui savent. C'est ainsi de suite. Dupont. Dupont. Et ainsi de suite. C'est comme ça que les noms en France ont été inventés. Donc, les Africains portaient, eux, leurs noms et leurs symboles bien longtemps avant que ces autres civilisations, enfin la civilisation occidentale particulièrement, puisque c'est elle qui a façonné, nous, notre façon de nous appeler, de nous nommer, c'est-à-dire que le système en lui-même. Alors, en résumé de la séance précédente, on avait vu qu'il y avait principalement trois types de noms. Il y avait le nom intérieur, que d'autres, on l'a vu ici avec notre ami du Rwanda et du Burundi, ce nom-là, c'était le nom dissimulé, c'est le nom qu'on ne donne pas, qu'on garde comme un secret. Et ailleurs, ce nom intérieur, c'est le premier nom, c'est le nom principal. On a vu le nom de croissance. Le nom de croissance est lié à l'évolution de la personne dans la société. Par exemple, je prends des exemples simples, hein, mais ça peut être très compliqué, très complexe, mais je prends des exemples simples pour que tout le monde puisse comprendre et poser des questions au besoin. À la suite d'initiation, par exemple, après la circoncision chez certains peuples, les enfants acquièrent un nouveau nom à la suite de l'initiation. Ou alors, à la suite d'une initiation, si cette initiation consistait à faire d'eux des chasseurs et qu'ils deviennent d'excellents chasseurs, en fonction de leur talent, on leur ajoute un nom. Et donc ça va être le nom de croissance. Parce que ce nom lui-même, il peut, par exemple, on prend le peuple baoulé. On peut l'appeler petit chasseur. C'est-à-dire, ils vont ajouter le camp qui désigne petit. Et si ce jeune homme, en vieillissant, devient un excellent chasseur, il va perdre le camp. Vous voyez? Et ils vont l'appeler tout court par son nom d'excellent chasseur ou alors un chasseur adulte. Ouais, donc ce nom-là, c'est le nom de croissance. Au fur et à mesure qu'on prend de l'importance dans la société, qu'on acquiert un statut qui est nouveau dans la société, ce nom se rajoute. Et ainsi de suite. Par exemple, quelqu'un qui devient chef. Chez les Akans, la branche, disons, Agni, Abron, Ashanti, Fanti et tout cela, ils appellent le chef, par exemple, on dit Asante Hine. Asante Hine désigne le roi des Ashanti. Mais on peut dire Asafouachi. Asafouachi qui veut dire le chef des jeunes. Vous voyez que le chef des jeunes, si demain il devient le chef, le grand chef, il va perdre ce nom-là pour porter le nom de Asante Hine par exemple. C'est pour ça qu'on l'appelle le nom de croissance. Et puis, on a vu aussi en troisième position, le nom extérieur.
Dans le nom extérieur, c'est exprès que l'autre fois, je n'ai pas évoqué du tout les étiquettes. Mais on va pouvoir les mettre aujourd'hui en fonction des significations. Donc, le nom extérieur, c'est le sobriquet qu'on se choisit. C'est le nom qu'on se choisit. Par exemple, on est d'une classe d'âge, on joue bien au football. J'ai donné cet exemple l'autre fois. On joue bien au football. On dit que même dans la catégorie d'âge, on est le meilleur. Dans le village ou dans la région, on est le meilleur. Et on peut s'appeler Abedi Pelé. Par exemple, vous connaissez l'illustre joueur ghanéen qui s'appelle Abedi Pelé. Abedi Pelé, il n'y a pas de nom Pelé au Ghana. Mais on l'a appelé Abedi Pelé parce qu'il excellait dans son art. Et donc on l'a appelé Abedi Pelé. C'est devenu son nom. Ce nom-là, c'est un nom extérieur. Le sobriquet, à partir d'un certain âge, devient même chose courante. Ce qui fait qu'il y a des Aoussa même que si on n'habite pas leur village, on ne peut pas savoir quel est leur vrai nom. Le nom qu'ils portent, c'est le sobriquet. Et chez les Swahili, dans la culture Swahili, il y a aussi ces sobriquets. Ce qui fait que ça donne des noms compliqués. Par exemple, quand on prend le nom de Lasconi, si on essaie de décomposer Lasconi, tout son nom qu'il donne au kilométrique, on va voir que là-dedans, il y a le nom intérieur, le nom de croissance, le nom extérieur, et là-dedans, il y a des sobriquets. Parce que si on demande à Lasconi, par exemple, de découper l'ensemble de son nom, il y a des parties que même sa propre famille peut-être ignore et que c'est lui-même qui s'est choisi. Donc là, ça devient proprement un sobriquet. Voilà. Donc voilà un peu ce qu'on avait vu la semaine dernière sans entrer dans les détails. C'est-à-dire que le nom intérieur, le nom de croissance et le nom extérieur. Aujourd'hui, je propose qu'on voit un peu l'univers des sens. Parce que tout paraît comme si, par exemple, je donnais l'exemple des Akans. Et on a parlé de la semaine. La semaine chez les Akans, comme vous l'avez retenu, est de 6 jours. Il y a un 7e jour qui vient clore la semaine. C'est comme l'année. Dans l'année, il y a 12 mois. Il y a 12 lunaisons. Mais il y a un seul mois qui dure théoriquement plus que les autres. Parce que c'est le mois, chez les Akans, c'est considéré comme c'est le mois de réconciliation entre la terre, le ciel et la mer, c'est-à-dire l'eau. Donc ce mois-là est plus long que tous les autres. Sinon, tous les autres mois comportent 30 jours, c'est-à-dire équivalent. Et dans les 7 jours que les Akans ont fini par adopter comme tous les peuples du monde, eux, ils considèrent qu'il y a réellement 6 jours. Parce que chez les Akans, ce n'est pas pareil partout, mais il y a un jour qui est un jour férié. En général, au pays Akan, c'est le vendredi. Le vendredi, Fieda, c'est un jour férié. Mais il se pourrait que, par exemple, en région mi-savane, mi-forêt, ça ne soit pas le vendredi. Que ce jour soit déterminé par l'ordre d'arrivée des jours. Parce que je vous ai dit que, par exemple, traditionnellement, dans tous les villages Akan, il y a un confort. Ce que j'ai traduit l'autre fois, le frère m'a dit de ne plus traduire par féticheur. Mais c'est le rôle qu'il joue. Le confort, c'est quelqu'un qui interprète les astres, les jours, et dans chaque village Akan, normalement, le confort, son rôle, c'est ça. Son rôle, c'est de déterminer quel va être le jour sacré, il fait des consultations pour tout le village, pour toute la région. Et le confort va déterminer que, par exemple, la semaine qui vient, il y a un jour qui n'est pas vendredi. Ça peut être, moi, de mémoire comme ça, le temps que j'ai vécu là-bas, de mémoire comme ça, c'est soit le mercredi ou le vendredi. C'est pas en dehors, ça ne peut pas être en dehors de ces 2 jours. C'est soit le mercredi ou le vendredi. Mais en général, chez les Akans, chez les peuples Akans, c'est le vendredi. Voilà. Donc là, nous allons examiner aujourd'hui tout l'univers, parce que tout ça se fait avec une symbolique qui est rattachée à un sens bien particulier. Alors, ce que nous allons faire, moi je vais présenter les noms séméniers chez les Akans, avec leur explication, à quoi ça renvoie, leur univers de sens, parce qu'au fait, c'est à bon escient que je dis univers de sens. Parce que ce qui peut correspondre à ce symbole aujourd'hui
selon les circonstances, il peut être décliné autrement. C'est pour ça que je préfère dire univers de sens que de dire au sens strict, parce que ça ne renvoie pas à ça. Peut-être qu'aujourd'hui, ici, ça va vouloir dire ça, et que demain, selon l'inclinaison de la Lune ou l'inclinaison de, je ne sais pas quoi, des astres, ça va porter légèrement un autre nom. Donc, c'est un univers de noms qui peuvent se compléter. De toute façon, si on prend par exemple, c'est pour ça que je vous ai cité le livre de Samb au départ, quand vous prenez l'univers de l'interprétation des rêves, on s'aperçoit que l'Afrique, de l'Est à l'Ouest, les symboles, si on les replace dans leur interprétation, par exemple lunaire, ça renvoie exactement au même univers. Qu'on soit Akan ou qu'on soit, je ne sais pas, de l'autre côté, Wolof, ça correspond exactement à la même chose. C'est pour ça d'ailleurs que Samb s'est autorisé à intituler son livre « L'interprétation des livres et des rêves en Afrique à Sénégambie », alors qu'il est de culture Wolof et sa zone de référence à travers ce livre, c'est le Sénégal et la Gambie. Mais parce qu'il a fait coïncider, il a fait une étude pour voir que selon la position des astres, l'interprétation est partout exactement pareille. Donc l'Afrique partage au moins, ça complète les thèses de Théophile Obenga, de Cheikh Anta Diop et d'autres spécialistes qui bien avant eux avaient déjà fait ça. Donc l'exercice qu'on pourrait peut-être aussi faire, c'est que quand j'ai terminé les noms de semaine, chacun de vous va décliner par exemple peut-être son nom. Si il ne sait pas ce que ça veut dire, en fonction des circonstances de sa naissance, on peut lui trouver un nom dans le cadre Akan, et à partir de là, la personne peut s'interroger, va faire ses recherches pour trouver ce... Et je vous ai parlé aussi de la cérémonie d'attribution des noms. Parce qu'il y a certains qui disent, on ne peut pas... Alors, il y a deux choses. Il faut faire très attention. Les noms qu'on choisit, par exemple, la prolifération des noms égyptiens. Ça, c'est uniquement dans le cadre occidental qu'on fait ça. En Afrique, vous ne verrez pas... en Afrique, quand on fait ça, c'est les zones urbaines où les gens prennent des sobriquets, comme on a dit, à Bédipéré par exemple. Mais ça ne renvoie à rien. Mais si quelqu'un fait la recherche et qu'il veut s'attribuer un nom en fonction de ses origines, que pour X raisons, il ignore. Parce qu'il y a des gens, nous à notre temps, on essaie tous au village. Si on a des oncles qui ont noté, ils savent. Mais à l'époque, on essaie au village, deux fois même pendant la guerre. Et moi, j'ai un frère qui est né en pleine guerre, donc la mer traversait le fleuve quand il est né. Ils n'ont pas eu le temps de... Mais après, il fallait consulter, il fallait demander au confo, pour ne pas dire féticheur, de lui trouver son vrai nom. Et on lui a trouvé son vrai nom, son ascendance, et on lui a donné le nom. Donc, par exemple, la cérémonie, tout le système d'attribution de noms, ce n'est pas quelque chose qui est, je dirais, fortuite comme ça. Absolument pas. Parce que on va demander à la personne, par exemple, sa date de naissance, les circonstances de sa naissance, son rang de naissance, les événements, si la mémoire familiale lui permet de se souvenir ce qui se passait là. Et à partir de là, quelqu'un qui s'y connaît un peu dans cette science traditionnelle va essayer de lui trouver un nom. Même si ce nom n'est pas celui qui correspondu juste à sa naissance, dès lors que les sacrifices, que la volonté y est, et que les sacrifices ont été faits, si le confo a interprété les signes et que les signes ont accepté, la personne va porter son truc. Et ça peut jouer sur son destin. À la limite même, on peut lui faire la démonstration que désormais, son destin est lié à ce nom qu'il vient de prendre. Parce que ce n'est pas une attribution qu'on se fait comme ça. Et là, vous voyez que dans tout ce qu'on a vu, ce nom-là peut devenir un nom intérieur. Et un nom intérieur, c'est le destin. Chez les Akans, on appelle ça Nkrabia. Vous entendrez dans beaucoup de chansons, on dit souvent Nkrabia, Nkrabia, Nkrabia. C'est le destin. Le destin d'un être humain est lié par les circonstances de sa naissance, les conditions de sa naissance et tout ça. Mais aussi, le destin peut être attribué, peut être provoqué par des cérémonies qui vont faire que on va rentrer la personne, on va rentrer l'individu dans une autre personnalité. Ce sont des cérémonies qui sont
moi je vous dis ça comme ça à froid, mais ce sont des cérémonies très spéciales. Parce que la personne, il y a plusieurs façons. La personne peut entrer en transe. Des fois, pour lui montrer que le nom a pris, la personne, on provoque pour que l'esprit, le sens en Akan, le sens rentre en la personne. Et la personne va prononcer même des paroles que personne ne peut déchiffrer. Et la personne, même pendant sa période de transe, va communiquer avec l'au-delà. Et dans sa communication, elle va elle va prononcer des phrases. Et ces phrases-là vont être analysées. Et dans ces phrases, on peut très bien savoir si elle est rentrée dans son nom ou si elle n'est pas rentrée dans son nom. Et les épreuves de la vie vont lui démontrer, dans les mois qui suivent, dans les années qui suivent, que son truc est effectif ou pas. Donc ce n'est pas du tout, on a évoqué ça l'autre fois, pour par exemple les frères de la diaspora, mais ce ne sont pas des choses vaines comme ça qu'on fait parce qu'on veut rattacher forcément un passé lointain à un individu qui est à la recherche d'identité. Non, ce sont des cérémonies qui concernent aussi des personnes qui sont sur le continent, mais qui ont perdu. Il y a des enfants qui sont nés en ville, dont les parents, Bounty comme ils ont tout fait pour lui donner des noms interminables, Jean-Jacques II, l'enfant, il grandit en ville. Il y en a beaucoup comme ça, surtout les Ivoiriens. J'ai dit ça, le frère ivoirien qui était là n'était pas content, mais les Ivoiriens, c'est le lot. Il porte ce nom-là. Il n'est jamais allé au village parce que pour lui, aller au village, c'est être broussard. Il reste en ville, il joue le citadin. Et puis un jour, les événements de la vie font qu'il est rattrapé par les faits. On le retourne au village, le nom qu'il porte ne correspond pas dans la lignée. Donc on ne peut pas le soigner. Donc pour le soigner, il lui faut redonner, il faut le rebaptiser, en quelque sorte. C'est exactement pareil que la personne qui est partie depuis des siècles et des siècles. Parce que celui qui a vécu, par exemple, à Abidjan, qui n'a pas de nom, qui a pris un nom européen. Même des fois, ils prennent des noms décomposés, des noms comme ici, par exemple, de Fontenay, alors que dans le système africain, ça n'existe pas. Il y en a plein, gens de Dieu, il y a plein de gens comme ça. Et ces gens-là, pour les soigner, on a besoin de retrouver leur Nkrabia pour pouvoir les soigner. Si on ne retrouve pas le fil conducteur de leur Nkrabia, ils crèvent. Donc, la cérémonie va consister d'abord à leur enlever ce qui n'est pas le destin, ce qui est le sobriquet qu'ils portent, pour rentrer dans leur corps une âme. Une âme qui peut être interprétée par sa culture et à partir de laquelle sa culture va pouvoir lui prodiguer les soins nécessaires. Et ça, c'est très courant dans toute l'Afrique, il n'y a pas seulement. Dans les minutes à venir. Le Kwame Nkrumah n'est pas ici, n'est pas le 9e enfant. Dans le groupe Akan, moi-même, ma petite soeur, notre dernière s'appelle Nkrumah. Ça veut dire 9e. C'est Nkrumah dans le groupe Agni. Chez les Baoulés, c'est Ngouran ou Ngouran. Bon. Ou alors, vous voyez, Badou. Badou, ça veut dire 10e. Ah bon? Voilà. Badou, ça veut dire 10e. D'accord. Loukou, ça veut dire 11e. Il y a des femmes qui font jusqu'à 11 enfants. Et donc, Doukou chez les Aïns, Loukou chez les Baoulés. Il y a même des 12e, des 13e. On a vu chez les Nzima des femmes qui font jusqu'à 12, 13. Moi j'en ai vu. Bon, donc voilà, il y a ça. Après, il y a les noms réservés aux jumeaux et aux enfants qui naissent après qui suivent les jumeaux. Tout à fait. Ces noms-là sont particuliers. Après, moi je n'arrive même plus à me dire. Les noms proverbiaux. Les noms proverbiaux ou de circonstances. Nous allons en voir, mais pour vous situer, par exemple, une femme a du mal à avoir des enfants. Et par hasard, il lui arrive, elle est enceinte. Mais tellement elle a eu des problèmes qu'elle dit, oh ça, je ne compte pas dessus. Si ça arrive, si ça réussit, c'est ça. Si ça ne réussit pas, c'est ça. Alors l'enfant qui va naître chez les Baoulés surtout, ils peuvent l'appeler Nafiassou. Alors ça peut, vous voyez, Nafiassou. Nafiassou, ça veut dire que je ne compte pas dessus. Mais si ça réussit, c'est ça. Et donc, vous voyez, ces circonstances-là font que on peut appeler les noms. Et puis c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, les noms, les surnoms, étiquettes, comme on peut... Et il y a aussi les noms qu'on peut porter indifféremment, la fille comme le garçon. Unisexe. Par exemple, si un enfant naît
Par exemple, le dimanche, c'est Kassi comme moi. Moi, je suis né dimanche. C'est Kassi. Mais à ma naissance, par exemple, ma mère meurt. C'est un exemple, hein, ma mère vit toujours. Ma mère meurt. On va me donner le nom de ma mère. Mais on va ajouter à Kassi, Bla. Ça veut dire Kassi, fille. C'est-à-dire je porte le nom de ma mère que je n'ai pas trouvé. Ou alors, comme je l'ai expliqué ici l'autre jour, on va dire Mandoune. Ça veut dire je n'ai pas trouvé ma mère. Mais pour qu'on sache le jour de ma naissance, on va m'appeler Kassi Mandouno. Et comme ça, on sait que c'est Kassi qui n'a pas trouvé sa mère. Ou alors, on lui donne le nom de sa mère. Et dans ce cas-là, vous voyez que le nom Kassi peut être porté par un garçon. Si ça avait été une fille, ça aurait été pareil. On l'appellerait Kassi Bla, par exemple. Donc, Kassi Bla. Voilà. Donc, donc c'est dans ces circonstances-là que les Akans, en général, donnent les noms. Mais si on essaie de l'extrapoler, vous allez voir qu'on les trouve pratiquement chez tous les peuples. C'est la déclinaison qui est différente. Moi, comme je ne connais pas, je n'ai pas étudié tous les... Et ça, je fais la parenthèse. Il y a des peuples indiens, par exemple les Guayakis, qui ont les mêmes systèmes. À part que les Guayakis, chez eux, ce qui domine, ce n'est pas l'ancêtre, c'est la qualité de l'ancêtre. C'est-à-dire, s'il est excellent chasseur, ce sont ses attributs de chasseur qu'on va transmettre à l'enfant pour que l'enfant soit un excellent chasseur. Mais sinon, le système d'attribution et de tout ça, ça fonctionne pratiquement pareil. Alors là, je vous ai mis quelques exemples. J'ai mis ici, dans cette colonne, le baoulé, parce que, comme je vous l'ai dit, le baoulé est le seul du groupe Akan qui se distingue. On ne sait pas pourquoi, il y a un décalage d'un jour. Alors, tous les baoulés portent les mêmes noms Akan que les autres, mais le Kwasi, qui correspond à mon Kassi, n'est pas né le même jour que moi, curieusement. Alors, on ne sait pas pourquoi. Alors, donc, comme vous voyez ici, c'est le lundi. Le lundi, chez le baoulé, le garçon s'appelle Kwasi. La fille s'appelle Akissi. En général, comme dans beaucoup de langues africaines aussi, pour former le féminin du nom, soit on ajoute un A, soit au début, soit à la fin. Donc ça donne Akissi. Et si vous avez remarqué, la plupart des noms de semaine commencent par Koua, enfin la généralité Koua ou Kofi, à part ces deux-là, c'est Koua. Pourquoi? Alors, la recherche nous dit que, parce que jusqu'à présent, on n'a pas eu d'explication. Mais c'est une chercheuse ou une chercheuse ghanéenne qui vient de trouver que, au fait, le premier, quand les peuples Akans se sont détachés, ils sont arrivés de leur exil, le premier roi qui a réussi à reconstituer le royaume portait le nom de Kwaou. Et donc, à partir de là, il a été scellé une convention que tous les gens qui naîtront, par reconnaissance à ce roi, il fallait garder le préfixe quoi. C'est son explication. Il y a d'autres qui disent autre chose, mais... Elle s'appelle comment, la personne qui a fait? Ama. Ama. Ama, et le titre de l'ouvrage en anglais, comme je lis très mal en anglais, je peux vous le donner précisément. Donc, le lundi, qui est Kwasi, c'est Kissier. Normalement, dans leur langue, c'est Kissier. Or, j'ai mis ici, vous verrez que ce même nom-là, du lundi, qui est Kwasi ici, chez les Ashanti, chez les Aïm, chez les Abrons, chez les Nzima, chez les Fanti et chez les Mina du Togo, vous voyez jusqu'au Togo, chez les Mina du Togo, si vous regardez dans la colonne ici, vous allez voir que c'est pratiquement pareil. À part les Baoulés, seuls qui se distinguent. Parce que ce qui est Kwasi ici, vous allez voir que chez les autres peuples là, Kwasi va être le dimanche. Comme moi, par exemple, chez moi. Alors que moi, je fais frontière avec les Baoulés, c'est une rivière qui nous sépare. Et nous, on donne nos noms indifféremment. Une fois on prend le nom Baoulé, une fois on prend le nom, parce que nous sommes vraiment voisins et il y a les mariages qui se sont faits de part et d'autre, ce qui fait que bon. Mais les peuples, les Akans, les principaux groupes Akans, c'est ça. Ashanti, Aïni, Fanti, Nzima, Abron, Milan. Alors, Ashanti, Abron, Nzima, Aïni, on les trouve aussi bien en Côte d'Ivoire qu'au Ghana. Et les Ashanti,
les Fanti, on les trouve principalement au Ghana, et puis les Minans au Togo. Bon, bref. Donc vous voyez que là, le lundi, chez les autres, chez tous ces peuples-là, ça va être Kadio, Kodjo, Kwadjo, au Togo, Kodjo, la fille Adjo, ici aussi, Adjo, Adjoa, Adjoba, Adja, Adjoa. Ça dépend comment on l'écrit. Alors je sais pas comment est-ce qu'ils sont attribués, mais je sais qu'au Congo, les noms comme Kodjo se trouvent, et les noms comme Adoua se trouvent, donc je pense que c'est lié à Adjoa, et voilà. C'est, comment il s'appelle, Prince Bikaakwa, dans ce domaine, que j'invite vraiment tout le monde, quand vous avez le temps, d'étudier ce monsieur, parce que je crois que c'est l'un des savants qui nous a légué la plus grande, la plus grande connaissance. Il s'appelle comment? Prince Bikaakwa. Ah oui. À partir de septembre, j'aurai ses 2 livres. Je vois c'est qui. Parce que j'ai toujours pas lu. Et lui, il démontre pourquoi on retrouve ces noms au Congo. Parce qu'au fait, Prince Bikaakwa affirme aujourd'hui que les peuples qui vivent au Cameroun, on retrouve exactement les mêmes peuples en Côte d'Ivoire. Et il en a trouvé tout au long des pays qui sont là. Et il démontre, hein, par sa démonstration, moi j'ai été édifié parce que moi je suis de ces peuples-là, et quand j'ai lu ce qu'il a écrit, j'ai pas eu de mal à comprendre ce qu'il voulait dire. Et ça correspondait exactement à ça. Ce monsieur, vraiment, je pense que c'est un de notre, comment on appelle ça, patrimoine qu'on devrait sauvegarder. Malheureusement, le Cameroun n'a rien fait pour préserver ses nombreuses publications. Il a au moins 90% de ses publications qui sont indisponibles. Ah bon? 90%. Mais comme on sait aussi comment il a remué les instituts ici, en France, c'est pas les Français qui vont le publier. C'est comme Cheikh Anta Diop, s'il n'y avait pas eu présence africaine, et qu'on demandait à la Sorbonne d'aller publier les études de Cheikh Anta Diop. Voilà. Donc, vous voyez, jusque là, alors le mardi, eux, ils vont appeler Kwadjo, et les filles Adjoa, alors que nous, on a vu que chez les Aïnis ici, au Ghana, et une partie de la Côte d'Ivoire, Adjoa est là ce jour-là. Donc, vous voyez que le décalage d'un jour dont je vous parlais, c'est là. Alors que dans les jours, dans l'appellation des jours, curieusement, les Baoulés vont dire, tous les autres ici vont appeler le mardi Djoda. Donc, vous comprenez pourquoi le Djo arrive facilement. Alors que les Baoulés et les Aïnis, Kissier, Djolé. Vous voyez que c'est à peu près la même racine. Quand Djolé, voilà, vous voyez, c'est les mêmes racines. Si on prend le mercredi, c'est Mlan. Et le jeudi, c'est Oué. Le vendredi, c'est Ya. Et Foué. Et vous voyez ici, chez les Baoulés là, Kwadjo donne Adjoa. Le mercredi, il donne Konan et donne Amlan. Alors que chez les autres, comme vous le voyez, ici, nous allons avoir plutôt le mardi qui va donner Komlan, Ablan, Abran, Abena, Alaba, Kwabena. Ouais. Oui. Ce sont des variantes. Et ici, chez les Togolais, on va trouver la même chose, Komlan, Abla. Comme si c'était... bon. Et le mercredi, par contre, vous voyez, le mercredi qui donne Kona, Amlan ici, le mercredi, chez tous ces peuples-là, ici, ça va donner, vous voyez, Kwaku, Akua, Ekua, Akua, Akuaba, Aku. Ici, Aku au Togo, et Koku. Donc, c'est le célèbre Koku, Kofigo. Kofigo qui correspond chez les Baoulés, Kofi Kan. Voilà, parce que c'est le petit Kofi. Ou petit coucou. Bon. Alors, nous arrivons au jeudi. Le jeudi, c'est Kwaku. Chez les Baoulés, c'est Aou. Chez Aou et Aou pour les filles. Le jeudi. Or, vous voyez que le jeudi ici, c'est Kwa, Yao, Ya, Yaba, Aba, au Togo Yao, et Ayawa. Vous voyez que le décalage,
se fait toujours sentir. Alors que ce que nous avons vu là tout à l'heure, Yao, tout ça, vous voyez que chez les Baoulés, on va le voir le vendredi. Le décalage d'un jour se suit partout. Le vendredi, eux, ils vont faire Yao et Aya. Les Baoulés, c'est pas compliqué. Hein. Les Baoulés, c'est Yao, Aya, on enlève le O, on met le A et puis c'est fait. Bon. Alors que chez les autres, bon, voilà. Donc ça, je passe là-dessus. Et le jeudi, on a vu le jeudi. Le vendredi, par contre, vous voyez, ça correspond au samedi chez les Baoulés. Et le vendredi, chez les Brons, les Agnis, les Ashanti, les Fanti et les Mina, tout ce peuple-là, c'est Kofi, Afiba, Afia, Afua, Efua, Afio. Et là, par contre, c'est Kofi et Afoué. Il n'y a pas deux, il n'y a pas trois. C'est Kofi, Afoué. Bon. Le dimanche chez les Baoulés, c'est Kwam. C'est ce que vous entendez, la déformation fait qu'on écrit Kwame. Mais c'est Kwam. On dit normalement Kwam. Kwam et pour les femmes, c'est Amoin. Alors, le samedi, ce dimanche va correspondre au samedi chez les autres peuples. Et vous voyez que ici, là on trouve Kwame. Là on va trouver Kwame, mais chez tous ces peuples-là, que je vous ai cités ici, vous allez trouver que c'est Ama. Là on fait comme chez les Baoulés, c'est Ama. Chez les Togolais ça devient Ami. Par contre c'est Kwame. Le E a disparu pour prendre pour faire place au I. Et le dimanche chez les Baoulés ici devient, par exemple moi-même, Kassi, Kwasi, Kosia, Kwasi, tout ça ce sont des déclinaisons de la même chose. Kosi, Kosia, Kosia, Akwasi, Akosia, Esi, Akosia et Kosia. Vous voyez? Et donc ça correspond à ça. Alors, maintenant, ça, ce sont les séméniers. Peut-être que à ce stade-là, je vous laisse poser quelques questions avant qu'on rentre dans l'univers de leur signification. Oui. J'ai une question, ça n'a rien à voir avec tout ça. Ça veut dire quoi, Nibou? Ah si. Très bonne question. Aniboué, quand on dit par exemple, bon, nous sommes tous du même groupe, à Caen. Mais chez ceux-là, ça ne vous a rien dit. Parce que les Baoulés ont une pratique qui est différente de notre. Aniboué, c'est les yeux. Ani-boué. Boué, c'est ouvert. Ani-boué. Chez nous, on dit Anibouaba. Ça veut dire que j'ai les yeux ouverts. Ça veut dire aussi la vigilance. La vigilance. Ça veut aussi dire ouverture. Parce qu'on est ouvert vers d'autres, sur d'autres. Il y a un proverbe courant qui dit Anibouaba, par exemple, quelqu'un se comporte comme un barbare. On dit mais non, il n'y a pas de raison. Aujourd'hui, Anibouaba, on ne doit plus faire ça parce qu'on a aujourd'hui les yeux ouverts où quelqu'un veut nous mentir. Par exemple, on sort ça souvent au blanc qui raconte l'histoire des royaumes comme si la vie des Africains était faite que de guerre. Parce que eux, chez eux, ici, le climat a fait que toute leur vie, avant qu'ils adoptent le climat, ça a été la guerre. Mais chez les Africains, ça n'a pas été pareil. Alors, quand ils sont allés chez nous, pour rendre compte de leur barbarie, ils ont raconté notre histoire comme ce que eux ils ont vécu ici. Or, aujourd'hui, nous avons les moyens de décomposer le temps et de voir qu'il y a des peuples qui ont vécu ensemble pendant même un siècle sans s'affronter. Donc, où est-ce qu'ils ont trouvé ces fameuses guerres? Comment ça se fait que eux, à leur arrivée, les gens ne disaient que de guerre, mais il y avait quand même des grands royaumes. Vous voyez, on se pose ces questions. Donc, quand ils nous racontent ça maintenant, par exemple, au pays à Caen, on dit, oh, Anibouaba, ça dit que on a les yeux ouverts, c'est pas à nous que vous allez raconter ça. Nous savons raconter notre propre histoire. Donc, Aniboué peut être pris dans plusieurs sens, mais littéralement, c'est les yeux ouverts. Donc, c'est en rapport avec la symbolique. Oui, la symbolique, c'est chez tous les peuples à Caen. La symbolique, c'est le tabouret. Le tabouret, parce qu'on s'assoit là-dessus. Comment on s'assoit là-dessus? C'est le siège du pouvoir chez les Akans. On les appelle les Adingras. Ce sont des Adingras, ce sont des symboles. C'est que c'est ce que j'avais vu. Non, il y a quelque chose.
Non, parce qu'il y a un film Après, qui est sorti je dirais de super-héros, comics, et ils ont repris le symbole à Caen. En tout cas, on peut suspecter que dans le film qui vient de sortir, qui s'appelle Green Lantern, que le symbole soit représente un œil ouvert, qu'il porte en plus au plexus solaire, donc bon, il y a toute une symbolique, ou sinon c'est un cartouche vide. Un cartouche de pharaon, pharaonique quoi, vide. C'est l'un ou c'est l'autre. Mais bon, voilà. Mais ça à creuser. Énormément à ce symbole. À creuser quoi. Même jusqu'où on peut être plié, changer de sens et tout ça. Un gros film hollywoodien. Est-ce que c'est une bonne question, Gina? Tout à fait. Excellente question. Alors, il y a d'autres questions, sinon on va passer à l'univers de... Juste une petite question comme ça, en fait, c'est quoi exactement, quand vous parlez des accords? Ça représente quel... Ah oui, bon, peut-être que c'est... Bon, si vous prenez par exemple la carte de toutes les Akans, c'est un peuple qui va de la Côte d'Ivoire, du centre de la Côte d'Ivoire, qui est partagé par un fleuve qui s'appelle Mbandama, et du Mbandama jusqu'à la frontière du Bénin. D'ailleurs même, les gens pensent que une partie du Bénin fait partie des Akans, et même jusqu'au Nigeria. C'est pour ça que Nkrumah a eu la fameuse revendication en disant que le Togo ne peut pas être un pays à part, que le Togo fait partie intégrante. Donc ce peuple-là va de Côte d'Ivoire, de la moitié de la Côte d'Ivoire jusqu'à, disons, à la frontière du Bénin. C'est ça qui forme les Akans. Surtout que ça fait à peu près, disons, pour être plus large, aujourd'hui, ça doit représenter entre 20 et 25 ou même 30 millions d'habitants. 30 millions d'habitants. Oui, j'ai donné que les femmes pour ne pas trop attarder, et pour les hommes pour ne pas trop attarder, sinon tous les noms féminins correspondent, ça correspond à la même chose. L'initiation n'est pas pareille. L'initiation n'est pas pareille parce que chez tous ces groupes-là, la mère est la source de la vie. Donc le sexe féminin est traité différemment. Autant par exemple, si un enfant, un garçon, porte un nom dont le destin le prédestine à quelque chose pour lequel il a besoin qu'on lui fasse un travail, on peut l'envoyer chez son oncle ou on peut l'envoyer chez une famille amie pour que l'enfant soit éduqué. Parce que la famille qui va l'accueillir va savoir pourquoi est-ce qu'on envoie l'enfant. On envoie l'enfant pour qu'il lui donne une éducation, pour qu'il participe à son éducation. Quant à la femme, on ne le fera pas comme ça. La femme, ça restera toujours dans le cercle familial. Soit on va la confier à une tante, soit à une grand-mère qui est rodée à ce type d'initiation. Parce que la femme, on doit protéger la femme jusqu'à un certain âge. D'ailleurs, même à partir de 4 ans, chez tous les peuples du groupe Akan, à partir de 4 ans, on va changer le langage qu'on parle à la fille. Si par exemple, elle porte le nom d'une grand-mère, à partir de 4 ans, on ne va pas l'appeler, on ne va pas la désigner par son nom. Si elle s'appelle Aou ou Afiba, on ne va pas l'appeler par Afiba, on va l'appeler grand-mère, par le nom de sa grand-mère. Parce qu'on dit qu'à partir de 4 ans, elle commence à comprendre. Chez le garçon, à partir de 4 ans, on peut l'envoyer chez son oncle, dans la cour de son oncle ou dans la cour de son grand-père. Parce que le garçon, c'est dans le feu de l'action qu'il va se former. Mais la femme, c'est particulier. C'est pour ça que même la parole qu'on adresse à la femme, à la fille, à la jeune enfant, elle est particulièrement triée. Et, par exemple, une jeune fille, on sait si elle va prendre le trône ou pas. Un garçon, on ne sait pas. Un garçon, il peut être 3 en même temps. Alors qu'une fille, quand elle naît dans la famille, en fonction de tout ce que je vous ai dit là, dans les endroits où les prêtres existent encore, ils savent que ça va être la reine-mère. Et dès lors, dès son jeune âge, on commence à lui donner une éducation de jeune reine. Voilà. C'est pour ça que, mais tout ce que j'ai dit, qui est valable pour les garçons, est valable aussi pour la fille. D'ailleurs, le garçon n'a pas de surnom, alors que la fille, elle en comporte plein. Ça, c'est une caractéristique de ce que moi j'ai pu relever comme ça.
dans les étiquettes qu'on donne à la fille, c'est sur les qualités. Soit c'est pour qu'elle devienne effectivement comme ça, et donc on lui professe ça, alors que le garçon, non. Dans le garçon, on va lui donner les noms de circonstances qu'on va voir tout à l'heure, mais on ne va pas lui donner forcément des qualificatifs glorieux. Alors que la fille, dès 4 ans, on commence à lui donner ces qualificatifs-là. Et l'initiation pour une fille est plus entourée que l'initiation pour un garçon. C'est pour ça que l'initiation d'une fille se fait toujours dans ce qu'on appelle fié ou aoulo. C'est-à-dire que fié pour ceux qui sont de l'autre côté de la frontière et aoulo pour ceux qui sont du côté de la Côte d'Ivoire. Ça se fait toujours à la maison. Et on dit toujours, c'est une jeune maman de la maison. On ne dira jamais, c'est un jeune garçon de la maison. On dira c'est un jeune garçon du village. Mais pour une fille, on dit c'est de la maison, toujours de la maison. Voilà. D'autres questions? Donc, contrairement à ce qu'on entend en général, donc la fille est vraiment dans votre société au centre vraiment de la vie, quoi. Absolument. Absolument. Par exemple, moi, je n'ai pas le droit de dire le nom de ma grande sœur. Ma grande sœur, je n'ai pas, c'est pas parce qu'elle est grande sœur seulement, mais c'est pas aussi parce que chez nous, je l'ai dit ici l'autre fois, par exemple, il y a deux dates importantes dans la vie de tous les Akans. 2 dates. Il y a la date, la fête des Ignames et la fête du trône. Mais la fête des Ignames est précédée 1 mois auparavant. C'est la reine-mère qui doit goûter l'Igname pour savoir si c'est bon pour son peuple. Et on ne peut pas nommer un roi tant que la reine-mère ou la tante n'a donné son... on peut insulter, par exemple, même ma petite sœur. Moi, jusqu'aujourd'hui, j'ai 2 petites sœurs qui me suivent, mais je n'ai jamais prononcé leur nom. Je les appelle par le nom de respect. Parce que je ne peux pas les désigner comme ça. Et je ne peux pas les... excusez-moi du terme, hein, c'est vulgaire, je ne peux pas les engueuler en public. Si je dois les engueuler, je dois attendre qu'on se retrouve en face, mais je ne peux pas le faire en public parce que même si je le fais, la mère ou mon oncle ou mon père me dira mais tu as manqué de respect. Ça peut aller loin parce qu'il y a des sanctions. Il y a des sanctions, par exemple, le frère aîné qui a manqué de respect à sa petite sœur en public, lui doit par exemple une foule blanche. Ça va jusque là. Et si c'est la grande sœur, si c'est la grande sœur, ça peut aller jusqu'au mouton. Si c'est la tante, ça peut aller jusqu'au mouton. Ah non, c'est l'Afrique. Aujourd'hui, il n'y a que l'Est de la Côte d'Ivoire qui respecte ça. Le centre de la Côte d'Ivoire, ils vivent à Nouvelle, ils ne respectent pas ça. Et moi, chez mon père, par exemple, parce que moi j'ai grandi au centre, donc je n'avais pas cette éducation traditionnelle. Je vais chez mon père là-bas, je commence à interpeller un petit comme ça, et chaque fois c'était les sanctions qui tombaient. Voilà, donc j'ai dû apprendre ça au fur et à mesure, que les choses se passent. Alors, je vais vous donner l'exemple des noms et des signifiés. Hortensia, comment s'appelle ta fille? Bécanti. Et Bécanti signifie quoi? L'humilité, la nouvelle forme du terme, ou quand on traduit littéralement, c'est quand on ne veut pas j'écoute, j'obéis. Mais littéralement? Littéralement, c'est quand on ne veut pas j'obéis ou j'écoute, mais dans le sens, le sens mystique ou je sais pas quoi, spirituel, ça veut dire de l'humilité, quoi. Une sorte de grandeur. Voilà. Ça, vous voyez, c'est le sens dérivé. Normalement, on donne Bécanti au pays baoulé. Moi, je ne suis pas baoulé, mais je connais parce que je suis frontalier des baoulés et j'ai étudié les baoulés. Bécanti, ça dit que, vous voyez, tout ce que vous dites là, j'entends. Littéralement, par exemple, Bécanti, ça veut dire, je suis au courant de ce qui se dit. Parce que les femmes entre elles ou les hommes entre eux, ou même dans un village, on raconte beaucoup de choses sur le... Et puis la maman dit, je suis au courant de tout ce qui se dit. Elle a un enfant, elle va l'appeler Bécanti. Bécanti, c'est une sorte de... comme elle a dit, ça peut appeler... Je vous invite à la sagesse parce que tout ce que vous racontez là, c'est du papoutage. Voilà, voyez. Et c'est ce que j'ai appelé ici tout à l'heure, les noms de circonstances qu'on donne
les noms de circonstances qu'on donne aux enfants. Il y en a, chez les Baoulés, il y en a plein, chez tous les peuples, hein. Mais chez les Baoulés, je m'amuse avec les Baoulés parce que ce sont des peuples frères et que je me moque souvent d'eux parce que c'est rocambolesque. Vous voyez, chez les Baoulés par exemple, il y a, je vous ai dit tout à l'heure, Nafiassou. Nafiassou, tu veux dire, bon, je ne compte pas dessus. Vous voyez, Nafiassou, il y en a plein comme ça. Nafiassou, Afienin, ça veut dire l'animal de la terre, quoi. La viande de la terre. La viande de la terre. Celui qui, par exemple, celui qui va se faire manger par la terre, on ne sait pas s'il va vivre. Donc on dit que c'est la proie de la terre. Donc il s'appelle Afienin. Et le Kosoué, des fois il peut porter le nom de fétiche. Or le fétiche s'appelle le Kosoué et lui va porter le Kosoué. Ou alors Komoué. C'est un fleuve, il va s'appeler Komoué. Parce que, voilà. Au fouet, qui veut dire ordure. Au fouet, quand vous voyez au fouet boyer, c'est fabriqué un nom comme ça, mais ça veut dire simplement, c'est des choses comme ça. Une sieni. Alors quand vous voyez aussi chez les Akans, un nom qui commence avec N apostrophe, c'est une abréviation de phrase. Sinon, aucun nom ne commence avec l'apostrophe. Mais quand vous le voyez, en baoulé une sieni, ça veut dire quoi? Ça veut dire où est-ce que je vais le mettre? Mais la phrase normale, c'est une sieni. Et pour ne pas dire ça comme ça, ils ont mis l'apostrophe pour dire une sieni. Donc, vous voyez, il y a il y a Nissan, ça c'est les ordinaux dont je vous ai parlé. L'enfant est troisième garçon dans la lignée, ou troisième fille dans la lignée. Nguessan chez certains peuples, d'autres disent Yissan. Normalement c'est Yissan, mais ils ont écrit Nguessan parce que le blanc ne savait pas écrire. Et chez les Minans c'est Messan. Messan. Et vous allez voir par exemple, je vous ai dit le 9e Ngouran, ou Ngouran, mais le blanc écrit Ngouran, ou Nkruma. Nkruma. Et par exemple, les jumeaux. Chez les Baoulés, ça va être Nda. Chez les autres membres du groupe Akan, ça va être Ata. Ça va être Ata. Et celui qui suit les jumeaux, il va s'appeler par exemple Amani. Oui, Amani. Mais Amani, contrairement à ce que même les Baoulés croient, Amani, ça a un autre sens, qui est le même sens qu'en Swahili. Ah, la foi. Je dis c'est la foi. Voilà, c'est la foi, paix, je crois. La paix, les trucs comme ça, vous voyez. C'est pour les femmes, ça. Voilà, c'est la même chose. Pourquoi? Parce que, au fait, Amani, les Amanis sont adorés, comme les jumeaux sont adorés, chez tous les peuples, pratiquement d'Afrique. Il y a une considération particulière pour les jumeaux et une considération particulière pour ceux qui suivent les Amanis. C'est la même signification qu'Amon. Voilà. Alors, le nom Amon, par exemple, Amon, chez le groupe Akan, le nom Amon existe toujours. Amon, ça existe. Vous voyez? Amon, Amois, Amoakon, tout ça, ça existe. Et on va les retrouver même chez d'autres peuples, chez les Soudanais, on va les retrouver en Érythrée, on va les retrouver jusqu'au Brésil et comment on appelle quoi? En Égypte. On peut remonter jusqu'en Égypte. Il y a plein de noms comme ça qui sont dans du groupe Akan ou d'autres groupes. Hein. Au Nigeria, par exemple, on retrouve ce nom-là, ce nom chez d'autres. Donc ça a le même sens qu'en égyptien? Oui, certainement, oui, certainement. En tout cas, d'après les études de Prince Dika Akwa, ça a le même sens. Même si les gens... D'ailleurs, c'est lui qui a expliqué à Mani. C'est Prince Dika Akwa qui a expliqué à Mani. Moi, jusque-là, je ne savais pas ce que ça voulait dire. Et après, je suis allé vérifier chez un historien baoulé, Loukou, pour ne pas le citer. Loukou a fait une étude des baoulés et Loukou dit exactement ce que Prince Dika Akwa... Et Loukou n'a pas lu Prince Dika Akwa. C'est ce qui est curieux parce que Loukou ne connaît pas Prince Dika Akwa. Et Loukou aboutit au même résultat que Prince Dika Akwa. Donc vous voyez que l'Afrique, malgré tout ce qu'on peut dire, il y a beaucoup de similitudes. Mais il y a aussi des gens qui ont du mal à avoir des enfants et puis qui l'appellent Ken Bougoul par exemple. Ken Bougoul, c'est personne n'en veut.
C'est comme au foot. Voilà. Ou bien, tagar aussi, ça veut dire, tagar en Wolof, ça veut dire un morceau de chiffon. Voilà. Et donc, c'est pareil, il n'y a pas de tout partout. Congeler toujours le voilà. mais en fait, c'est comme au Sénégal, moi je sais pas. Non, en fait, on pose et puis justement, ces enfants-là, ces garçons-là qui est né dans une famille, voilà, je crois que c'est ça. quand il est bébé, on l'habille avec des habits de filles. Voilà, donc jusqu'à ce qu'il grandisse un peu. Voilà. C'était le seul autour de plusieurs filles. Oui, voilà. Bah, c'est pour peut-être pour pas qu'ils se sentent. Non, c'est pour pas qu'ils. C'est vraiment pour conjurer. C'est vraiment pour conjurer. Conjuration. En fait, quand on conjure, c'est qu'on peut pas qu'il meure quand un enfant naît. C'est pour plusieurs garçons, par une fille. Elle a l'influence des garçons, elle devient toute molle comme une attardée. Et c'est valable pour un garçon qui naît après plusieurs filles aussi, il est tout mou comme un attardé. Donc pour conjurer ça, pour éviter ça, on essaie de lui faire des cérémonies de ce genre, des rites de ce genre. Et c'est vrai en plus. Moi j'ai une amie qui est née après 9 garçons, elle est bizarre, pourtant elle n'est pas mon elle est bizarre. Pourtant on l'a pas prouvé spécialement, mais c'est comme ça. On dit depuis son enfance ou c'est aujourd'hui qu'on se constate qu'elle est bizarre? Non, depuis petit, parce qu'on dit les autres ont une force sur elle. Voilà. Non, mais c'est souvent parce que ces familles-là, dès qu'ils ont un garçon, ils le perdent souvent. C'est ce que j'allais dire. Et donc, pour conjurer le sort, quand il est encore bébé, il l'habille en fille pour jusqu'à ce qu'il soit solide et puis bon, là, il peut retrouver. Et donc, on voit bien là que dans toute l'Afrique, ces pratiques-là, ce sont des pratiques séculaires qu'on retrouve dans tous les peuples, chez tous les peuples africains. Et par exemple, les noms de circonstances dont on a parlé, on les trouve aussi chez tous les peuples, les Swahili, partout on le trouve. Les ordinaux, les noms ordinaux, 9e, 3e, 4e, tout ça, on les trouve aussi dans pratiquement tous les peuples. Ce sont des constantes. Ce sont des constantes qui permettent de voir que là nous avons affaire à une culture africaine. Et autre chose, autrefois, c'était accompagné de cérémonies. Mais dans beaucoup de sociétés, le fait urbain et la rencontre avec la civilisation dominatrice fait que ces rituels ne se pratiquent plus. Par exemple, un enfant qui naît dans un village à Caen, normalement il y a le sacrifice que font les parents. Mais il y a le sacrifice que le chef du village, parce que c'est quelqu'un qui rentre dans le groupe, qui arrive dans le groupe. Donc, par exemple, s'ils sont nés plusieurs dans le mois, des fois on peut le faire à la semaine, dans le mois ou dans le trimestre, on choisit un jour férié. Un jour férié, et les autres, pour aider la famille, les autres cotisent pour acheter par exemple un mouton, et le chef du village, ou alors le prêtre, si quand il en existe, le commian pour les baoulés ou le confort pour les abrons, va aller faire ce sacrifice en citant, par exemple, les familles vont être représentées avec les noms qui ont été choisis, et ils vont appeler tous les noms. Et en général, ce sacrifice se passe au bord de la rivière la plus proche, ou du fleuve le plus proche. D'abord, on va remercier, il y a les prières, je peux vous en lire, mais bon, c'est pas l'occasion. Il y a des prières types qu'il faut dire quand on fait ce genre de cérémonie. Soit on attend la fin de l'année, lorsqu'on fait la fête des ignames, soit on le fait parce que dans le village en question ou dans la région en question, on ne fait plus, on ne pratique plus les fêtes des ignames, mais en tout cas pour ce qui concerne les Akans, à part quelques villes ou quelques régions qui ont perdu ça, c'est strictement respecté. C'est strictement, en région Abron par exemple, quel que soit chez l'Indénié ou le Sanvi, ce sont des peuples de l'Est, quel que soit le lieu où on se trouve, si on est sur le territoire, aux deux dates que je vous ai données, les gens rentrent chez eux pour faire cette fête-là. Les Baoulés l'ont transformé, parce que je vous ai dit que le contact, les Baoulés se situant à la limite au contact avec d'autres peuples qui ne sont pas du groupe Akan, les Baoulés ont subi, de tout le groupe Akan,
c'est les Baoulés qui ont subi le plus de transformations. C'est les Baoulés qui ont subi le plus de transformations. Ils ont même transformé, tenez-vous bien, ils ont même transformé, ils ne savent même pas l'origine. Le Pakinou, vous demandez à 10 Baoulés sur 10, ils ne savent pas l'origine. Il y a un livre qui a été écrit que je vends ici. Je dis à l'auteur que c'est une erreur historique, que je peux l'aider à reformuler parce que ce qu'elle croit être l'origine de cette fête, c'est pas ça. C'est la fête Pakinou au départ, c'est exactement la Daé que tous les autres peuples Akan fêtent. Puisque les Baoulés ont traversé, vous connaissez la fameuse histoire de la reine Pokou. Les Baoulés ont traversé pour pour échapper à l'islamisation. Voilà. Et là, cette pratique a été transformée à tel point que les chercheurs Baoulés maintenant, il y a quelques chercheurs Baoulés qui ont fait la recherche, ils sont allés au Ghana, ils sont allés à la source et ils ont rétabli ça. Mais jusqu'à présent, sur le peuple Baoulé même, et ça n'a pas d'effet parce que le peuple Baoulé habite une partie en savane. Donc il n'y a pas de forêt. Or, ce sont des forestiers. Vous les mettez en savane, ils savent cultiver l'igname, des trucs comme ça, mais ils ont besoin de retrouver la forêt. Donc ils sont retournés à l'ouest de la Côte d'Ivoire pour aller cultiver les plantations. Et tous les ans, pendant la période de Pâques, ils reviennent chez eux pour faire la fête. Attention, tu peux ajouter si tu veux, hein. Ils reviennent pour faire la fête. Quand vous les voyez, ils sont sûrs, je ne sais pas comment on dit, le 39, c'est ça? Ils sont sûrs le 39, le 39, je ne sais plus moi. Ils viennent pour ils viennent avec des millions. Ils viennent avec des millions. Vous savez, les traditions, ça les prend. Mais eux-mêmes, aujourd'hui, je vous dis, 10 sur 10, ils ne savent pas à quoi ça correspond exactement. Mais c'est plus fort qu'eux. Quand la période arrive, le Baoula, même s'il a les 2 pieds cassés, il va prendre le truc, il va retourner dans son village. C'est parce que tous les Akans font ça, et rituellement. Excuse-moi, en fait, c'est la fête de la moisson, pas que oui. C'est la fête de la moisson. Normalement. Oui. C'est ce que j'ai dit ici, c'est la fête qui célèbre la Daé qui fait la moisson pour dire merci à Dieu de nous avoir donné la bonne moisson. Tous les ans ça se fait, mais les Baoulés ont perdu ça au contact avec les autres là-bas, et puis comme ils sont retournés en forêt qui n'est pas chez eux, bon, ils ont des circonstances atténuantes, donc je ne vais pas trop les charger. Je vais pas trop les charger, mais vous voyez que tous ces noms-là, et il y a aussi d'autres pratiques qui sont liées à ça, c'est-à-dire qu'il y a certains noms que quand on porte, on ne peut pas rester, il y a certains noms qui sont lourds à porter, voilà, c'est ce que je voulais dire. Il y a certains noms qui sont lourds à porter. Parce que quand on est en ville ou on est à l'étranger, on est dispensé de ça. Mais lorsqu'on rentre chez nous, quand on porte certains noms, par exemple tous ceux qui portent les noms de fleuves, Komoué, Mandama, Nzing, les noms de montagne, des trucs comme ça, quand ils retournent, ils doivent faire les sacrifices. Ils doivent respecter, parce que c'est leur destin. Ils ne peuvent pas faire autrement. Quand ils sont à l'étranger qu'ils ne peuvent pas le faire, ils sont normalement à l'étranger, on leur demande de faire en fonction de leurs moyens. Vous avez des prêtres vaudous un peu partout. La semaine prochaine, on reçoit ici un prêtre vaudou à cette même table. Ce sont des gens qui nous aident à continuer à vivre nos traditions. Mais nous, une fois qu'on est en ville, une fois qu'on est imbibé de la culture occidentale, on se coupe de tout ça. Moi-même, je suis 3e. Il y a des choses que je ne dois pas faire. Mais depuis que je suis devenu Bunti comme tout le monde, il y a des choses que je ne fais pas. Et puis je me tombe, je dis, mais quand je retourne au village, on me dit, mais monsieur, vous souffrez de tel truc parce que vous n'avez pas respecté, vous n'avez pas respecté. C'est interdit. Quand je fais les sacrifices ou je fais les trucs, je reviens ici, je suis requinqué. Au bout de 3 à 4 mois, je repars. Non, c'est pour vous dire que c'est très important parce que nous, on a cru jusque-là, même jusqu'à aujourd'hui, on a cru que ces exigences étaient trop nous demandées. Mais quand on vit en ville, au fait, c'est parce qu'on a été complètement acculturé. Quand on vit en ville, on peut faire ce truc-là, mais on ne le fait pas. Oui. Bon, je vais faire une parenthèse. Bon, il y a un truc aussi qu'on oublie, qu'on sous-estime la pratique, nos pratiques ancestrales. Parce que en faisant ça, en pratiquant, on fortifie nos égos. Et c'est cela, en étant fortifié, qui nous aide quand on les invoque. Moi, je ne le pratique pas, mais au moins tous les jours, je donne la nourriture à mes ancêtres. Et quand j'ai quelque chose, je vais mal, je vais obtenir quelque chose, quand je les invoque, je le parle, j'arrive à ça marche. Je vais aller chez un marabout, ça marche en général. Et ça, je l'ai dit à beaucoup de gens qui l'ont fait et ça a marché. C'est là que j'ai vu la puissance de ça. Et quelquefois, moi je ne pratique pas tous les jours, j'oublie de leur donner à manger souvent. De temps en temps, je le fais, mais on me rappelle alors en rêve.
En rêve, on me rappelle alors. Et j'ai des, comment on appelle ça, quand quelque chose va m'arriver, on me le dit aussi. Donc, c'est là que j'ai vu la puissance de notre culture, de notre culture ancestrale. Bon, moi, je ne sais pas exactement quelle cérémonie je dois faire, mais quand j'arrive au pays, ben, je vais de l'eau, j'invoque les ancêtres à ma manière. On ne le fait pas pour moi, parce qu'aujourd'hui, on n'a pas confiance en nos frères de devenir des sorciers. Donc, il y a ça aussi qui fait qu'on évite d'avoir affaire à eux. Il y a la peur aussi. Ils sont malsains, devenus malsains. Mais ça, il y a quelqu'un qui est plus qualifié que moi qui en parlera la semaine prochaine, le prêtre vaudou. Mais sinon, il y a Basile Pligué, il sera là la semaine prochaine, le dimanche prochain. Mais sinon, il y a ce qu'on appelle l'oreille intérieure, c'est-à-dire l'oreille pour s'écouter soi-même. Et si on sait s'écouter, en général, même si on n'a pas les solutions, on peut comprendre ce qui nous arrive et on peut avoir des comportements qui nous évitent, en tout cas toujours la grande catastrophe de dernière minute. Mais quand on ne sait pas, c'est toute une démarche, c'est toute une sagesse à avoir. C'est pour ça que les noms, on ne donne pas n'importe quel nom. Il y a des gens dont le nom les oblige, quel que soit leur âge, à avoir une certaine attitude. Moi, par exemple, quand j'arrive au pays, je suis là en train de blaguer comme ça. Quand j'arrive au pays, je ne peux plus. Parce que je porte un nom qui est lourd. Un nom qui est lourd, et même les plus âgés que moi m'appellent maman. Maman, c'est un signe de respect, c'est un type de respect. Bon, le sage. Et donc, dans le village, je ne peux pas avoir un comportement qui dénote avec le respect que tout un village, tout un peuple me doit. Donc, vous voyez que ici, on parle de ça comme ça, en rigolant, mais ce sont des choses qui sont très codifiées dans notre tradition. Et le tout est de savoir comment, en dépit de la colonisation, nous pouvons faire cohabiter en nous cette culture au risque de perdre complètement. C'est très important, parce que si par exemple vous avez des enfants qui sont nés ici, que vous ne leur dites jamais rien, vous arrivez au village et ils voient le grand-père le matin prendre le poulet pour aller faire le truc, en citant son nom, il va dire, il peut même être choqué. Alors que le fait de lui dire que quand on verse le sang de l'animal, c'est pour c'est le lien, c'est pour respecter le lien qui nous lie avec nos ancêtres, avec tous les esprits qui nous protègent. Bon, on n'est pas forcément obligé d'y croire, mais on sait, on est informé, parce que tout le monde n'est pas catholique dans une famille. Il y a des gens, quand il y a une cérémonie, ils vont à l'église. Tout ce qu'on demande, c'est d'avoir une attitude de respect par rapport à ce qui se passe, même si soi-même, on n'est pas engagé là-dedans. Et nous, le plus souvent, pour ce qui concerne nos pratiques, nos traditions, nous avons honte. Nous avons honte parce que très longtemps, ça a été présenté comme des pratiques arriérées. Diaboliques et arriérées. Ce qui fait que deux fois, même quand le grand-père prend le mouton qui dit que « Ah, mon petit-fils est venu, on va aller faire le sacrifice », c'est le petit-fils même qui commence à rigoler. Il rentre dans la chambre, il commence à rigoler, il dit « Mais c'est quoi cette histoire-là? Moi, je suis arrivé, laisser les moutons tranquilles. » Il ne comprend pas ce qui lui arrive. Or, le grand-père fait ça pour demander, même avant chaque voyage, nous qui venons des petits villages, quand on annonce que demain, par exemple, on s'en va, on va demander la route. On va demander la route. Et deux fois, le chef du village dit non, la route ne vous est pas donnée. Et des fois, on est inquiet parce qu'on a réservé un billet d'avion et tout. Donc, il faut s'y prendre. Il dit non, la route n'est pas... Parce que eux, ils voient, ils dorment, ils font des rêves aussi. Donc, ils vont aller consulter. Ils vont aller demander la route pour que les esprits, le Nkrabia, nous accordent cette route-là. Et ils vont faire des sacrifices. Et après, ils vont venir vers nous. Ils vont dire, bon, notre fils, hier, tu es venu nous voir, tu nous as demandé la route pour retourner là-bas. Mais pour retourner là-bas, ce n'est pas si simple que ça. Donc, ce matin, on a décidé que voilà ce qu'on va faire. Même, on peut ne pas croire, mais eux, ils croient. C'est leur système. C'est notre système, mais nous, on est extirpés de ce système-là. Et ils vont faire ça, ils vont te dire, bon, maintenant, tu peux partir. Et quand tu voyages, ça se passera très bien. Et donc, ces pratiques-là, nous les avons balayées du revers de la main en disant que, parce que les Occidentaux nous ont dit que c'est du fétiche, c'est des pratiques animistes, c'était pas bon, c'était dégradant, donc on ne les fait plus. Mais le prêtre l'interdisait même. Oui, c'était aussi interdit. Oui, c'était surtout ça, c'était interdit. Oui, oui. Moi j'ai vu. Tout à fait. Moi je suis parti, excusez-moi, je fais une parenthèse, moi je suis parti une fois à Porto-Nouveau, dans la région des Rois. C'est Porto-Nouveau. J'étais avec mon papa, j'ai vu plein de blancs. J'étais dans la région, et j'ai mon papa, c'est des touristes, il me dit non. Ils viennent voir les féticheurs
d'ici les oracles, viennent les voir pour demander des trucs pour résoudre la c'est des hommes d'affaires, c'est des politiciens et tout ça. Ça m'a choqué. J'ai dit, même pendant qu'on délaisse ça, c'est eux qui prennent toutes. Même Mylène Robert, elle allait chez les pigments de Centrafrique pour se requinquer. Et puis ces affaires marchent bien pour elle. Mais à l'époque, on a entendu beaucoup de scandales comme ça, les politiciens qui allaient se requinquer comme ça. Oui. Donc si vous voyez un jour des blancs dans votre village, ne cherchez même pas midi à 14h, sinon c'est passé là-bas, c'est canqué. Et pendant ce temps, on dit c'est pas bon quoi. Voilà. Alors, un dernier exemple. Par exemple, vous avez dans le baptême, moi je ne sais pas comment ça se passe, mais c'est ce qu'on m'a rapporté. Vous avez dans le baptême l'eau. On prend, on met sur la tête ou on pousse les gens dans l'eau. Vous savez que dans nos traditions, en tout cas chez les Akans, lorsque une femme a eu 2 fois des jumeaux, c'est-à-dire que dans la lignée, elle a eu 2 fois des jumeaux. Donc, il y a eu d'abord, soit il n'y a pas eu entre deux, soit c'est des jumeaux qui se suivent, soit il y a entre deux, ça a été intercalé par quelqu'un, et puis dans tous les cas, lorsqu'il y a eu 2 fois les jumeaux, à la naissance, quand les jumeaux vont atteindre 1 an, ce n'est pas la famille seule, c'est toute la famille qui sont concernés, c'est-à-dire que la belle famille, c'est-à-dire le mari et la femme, c'est toute la famille qui doivent se rendre à la prochaine rivière la plus proche, si c'est un fleuve, et ils doivent aller prendre un bain collectif. À l'époque, quand il existait encore les conforts, les comiens dans les villages, ce sont les comiens qui organisaient cette cérémonie-là. Et dans le village où ils sont, le jour qu'ils font ça, dans les villages baoulés par exemple, parce que ça je connais bien ce système-là, il y a encore des rites traditionnels, je ne sais pas comment appeler ça, mais il y a le goli par exemple. Il y a le goli, il y a le mbra, il y a le dibi. Tout ça sont des fétiches, ce n'est pas péjoratif, hein, ce sont des pratiques régionalisées. Et le jour où, par exemple, ces familles vont à la rivière, avant le jour, le fétiche doit danser toute la nuit. Toute la nuit pour qu'on leur ouvre la voie, pour que quand on va les jeter dans l'eau, l'eau ne les emporte pas. Et c'est une fois qu'il a dansé toute la nuit, le matin, ils ont fait le petit sacrifice, ils ont dit que c'est bon, les familles vont dans l'eau, et on va les jeter dans l'eau, comme on fait, on m'a dit que il y a certains baptêmes qui se passent comme ça. Donc vous voyez que chez le peuple africain, on faisait ça bien avant. Et quand on regarde nos pratiques, on voit que certaines religions européennes ou occidentales n'ont fait que prendre les choses. Et donc, les féticheurs vont danser toute la nuit, toute la nuit, et ils vont dire si c'est bon ou si c'est pas bon. Moi-même qui vous parle, j'ai assisté à une cérémonie où un couple est rentré d'Europe et on leur a demandé d'aller faire la cérémonie. Le monsieur n'était pas d'accord parce que sa femme n'était pas de la culture. Et lui, qui a vécu si longtemps à l'étranger, pour lui c'était une contrainte. Ils sont partis. Le monsieur, c'est quelqu'un de ma génération qui nage comme un poisson. Il nage comme un poisson. Le matin, ils arrivent, on les pousse dans l'eau pour la cérémonie, il a failli se noyer. Il a failli se... Moi-même, j'étais en vacances, mais ils ont alerté le village, le tam-tam a résonné. On dit, mais qu'est-ce qu'on dit, il y a une noyade. Et ils sont allés, parce que comme je vous dis, lui, il n'avait pas accepté ce truc-là, alors qu'il est retourné d'ailleurs en Afrique pour faire des cérémonies, parce que sa femme a eu 2 fois... Et on lui a même dit, on lui a même prédit qu'il y a d'autres choses qui devraient arriver encore. Et il a failli il a failli mourir, il a failli se noyer. Et ce monsieur dont je parle est aujourd'hui sur Paris. Si un jour, vous qui êtes là, certains viennent ici que je vous le montre, il va vous raconter ici avec des larmes. Parce qu'on s'est croisé une fois à Lille lors d'une conférence comme ça. Je ne lui ai pas demandé son avis et j'ai raconté ça au public. Il était dans l'assistance, il s'est levé, il a pleuré. Il me dit ça, tu ne devrais pas dire ça ici. Je dis, mais il faut que je le dise parce que quand on parle de nos traditions, il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est de la rigolade. Lui, il nage comme un poisson. Nous-mêmes, avant, parce que nous, on habitait une ville où le Nzi passe à Dimokro, le Nzi passe comme ça, les maisons touchent le fleuve. Donc nous, on nageait, on pêchait, on allait même... Et lui, c'était l'un des meilleurs. Mais ce matin-là, on l'a poussé, les gens, même pas loin, on l'a poussé comme ça.
Mais il a tourné, l'eau a commencé à tourner comme ça. Tout le village a été alerté. Ils l'ont pris, ils l'ont sorti. Les féticheurs là l'ont bien travaillé pour le faire revenir à la vie. Et avant de lui imposer des sacrifices qu'il a dû consentir avant de pouvoir retrouver tous ces esprits. Ce sont des petites choses. Moi, je ne suis pas initié, hein, je ne suis pas vraiment initié parce que, bon, j'ai vu faire, parce que mon grand-père faisait tous les sacrifices pour les gens au village. J'étais petit, j'étais dans la cour, je voyais, mais je ne peux pas vous dire, parce qu'on ne peut interpréter que lorsque soi-même on a été initié. Moi, j'ai vu sans être initié. En plus, avec l'école, après, je suis parti. Mais tout ce que je vous dis là, ce sont des choses que j'ai vécues, parce que un autre exemple que Hortensia peut témoigner est un grand musicien ivoirien, Jimmy Hyacinthe, qui va dans son village et sa musique qu'il a promue, c'était le Goli. Il va demander l'autorisation de le présenter à la télévision. Le village, son père même est prêtre pratiquant. Son père refuse. Tout le village refuse. Il dit, tu peux faire de la musique, mais sans rentrer dans le détail. Monsieur n'accepte pas toutes ces recommandations. Il enregistre un disque, il y a un succès mondial. Parce que c'est un excellent guitariste, un succès mondial. Et le succès lui monte à la tête, il va à la télévision, il s'en va faire les interdits. Je peux vous dire que le gars est décédé dans la semaine même où il a fait ces histoires. Et là, ce n'est pas une histoire qu'on a racontée. Jimmy Hyacinthe, ce sont des gens qu'on a traînés tous ensemble. Hein. Il était à Paris ici, après il est rentré à la télévision. Les Jimmy Hyacinthe ont formé tous les Mewé, tous les Alpha Blondy, tous ces gars-là. Et aujourd'hui, il a disparu. Et sa musique, moi-même, j'ai le disque là encore ici. Deux fois, je l'écoute. Chaque fois que j'écoute ce disque-là, j'ai la chair de poule parce que je connais l'histoire de ce musicien. Mais le village n'a même pas pleuré. Parce que le père a dû faire même des sacrifices pour s'excuser pour son fils. Parce que le père lui-même, c'est un des grands prêtres. Parce que ce genre de pratique, quand le soir arrive et que vous entendez les cornes qui annoncent, tout le monde doit rentrer, fille comme garçon. Tout le monde doit rentrer dans sa chambre. Parce que quand le fétiche sort, personne ne doit rester là. Et lui, c'est quelqu'un qui est parti avec une caméra, se cacher, pour aller faire ça. Dans le même ordre d'idée, il y a la fête des générations chez les Abourés, chez les peuples lagunaires en Côte d'Ivoire. Et à la fête de génération, deux fois, ils dansent toute la nuit et ils interdisent tout film, tout comme ça. Il y a des journalistes de France 2. Ça s'est passé, je crois, en 82 ou en 83. À l'époque, ça s'appelait, c'est comme ça, en France 2 ou Antenne 2. Antenne 2. Voilà. Ils sont partis dans le village, on leur a dit non, ils sont autorisés à rentrer dans le village à 10 heures. Plus malin qu'ils feraient, ils s'en vont garer un camion avec les trucs là-bas et ils se cachent dans le camion et ils mettent voilà, pour filmer. Le lendemain, à 10 heures, on va ouvrir le car. Les deux journalistes français et leur accompagnateur ivoirien, tout ça, ils étaient tous crevés. C'était mort. Si, dans le car même. Et ça a failli même être un incident diplomatique. Et il y a un ambassadeur de France qui s'appelle Jacques, j'oublie son nom. Il a fait un livre où il raconte, il dit que c'est cet épisode qui lui a coûté son poste en Côte d'Ivoire. J'oublie le nom de cet ambassadeur-là. Il raconte cet épisode-là. Et ça s'est passé comme ça. Vous voyez, donc nos pratiques, alors que le plus souvent chez ces peuples côtiers, c'est lors de ces cérémonies que les gens vont prendre ce que j'ai appelé ici les noms de croissance. Parce qu'au sortir de ces manifestations, dans les générations, ils se baptisent. Chacun va porter un nom qui est lié à la cérémonie qu'ils ont fait. Il y a des chefs qui vont porter des noms. Et au sortir de là, ces noms-là vont être définitifs. Et leur destin se trouve comme ça, fixé. En fait, c'est les rites initiatiques, les cours de génération. Oui. Il y a pour les jeunes, il y a pour les parents de 60 ans. Ça s'appelle la génération des seniors. Donc, il y a deux sortes dans la ville et la communauté. Et ça, toutes ces cérémonies-là sont là. Et même deux fois, il y a des villes, pour terminer là-dessus, il y a des villes aussi où quand on donne le nom, quand l'enfant naît, on attend soit 7 jours, soit 8 jours, deux fois même 1 mois. Ça dépend des peuples. Et ça dépend des circonstances. Avant de donner le nom. Avant de donner le nom de l'enfant.
Donc en fait, finalement, nous là, ici en Occident, quand l'enfant naît, il est dans le ventre, on le choisit direct, on choisit son nom, tout ça, quelque part, c'est pas forcément bien. Non, c'est pas une pratique africaine. C'est-à-dire que c'est pas une pratique africaine dans la mesure où ici, alors, moi qui ai vendu le livre, le guide des prénoms africains, très souvent je suis confronté à ça. Il y a des personnes qui nous écrivent pas plus tard qu'hier. Il y a une dame qui me dit, je suis enceinte et il me faut ce livre-là où monsieur, donnez-moi quelques... Le plus souvent, c'est les couples mixtes qui ont ce problème-là. Et je lui ai dit, mais pourquoi vous avez besoin que le livre dont vous parlez cite des noms et des prénoms? D'ailleurs, même ça a été fait par quelqu'un vite fait comme ça, qui ne connaît pas la tradition. Donc, c'est une liste de noms comme ça. Donc, qu'est-ce que vous allez choisir? Vous pouvez choisir un nom qui ne correspond à rien, que madame, dans votre entourage, demandez à la famille de vous aider à trouver un nom. C'est plus indiqué qu'aller prendre un nom. C'est très européen d'aller fouiller dans un truc comme ça, dans un calendrier pour trouver un nom. En Afrique, un nom ne se donne pas comme ça parce que ça sonne bien à l'oreille. Non, ça ne se fait pas. Donc je lui dis ça, elle me dit, ah non, non, il me faut ce livre-là, parce que j'ai vu sur Internet, on dit que c'est vous qui vendez ça. Oui. Un conseil, si prochainement quelqu'un te demande ce genre de conseil, tu lui dis comme ça que, bon, tu dis quelque chose qu'il aime, quoi, espoir, la bonté, la gloire, la grandeur, et on lui traduit dans sa langue, comme ça au moins c'est elle qui l'aurait choisi. Oui, mais bon, le plus souvent, quand ils sont nés ici, qui n'ont pas de... parce que un Africain, qui a quand même sa famille en Afrique, quand la femme est enceinte, quand même, en 9 mois, on peut écrire, si on veut chercher un nom, on peut écrire et trouver quelque chose. Après, si on veut lui coller un autre nom, qui soit peut-être plus joli à l'appellation, là, on peut trouver des choses comme ça. Mais moi, la première des démarches, moi-même, j'ai demandé dans tous les coins d'Afrique, des auteurs me préparent un truc pour... Parce que c'est moi qui devrais éditer le livre, le guide des prénoms. Et j'ai dit à la fille qui a fait le livre que je n'édite pas parce que ça n'apporte rien à la connaissance des trucs. Parce que moi-même, c'est mon métier, j'ai étudié ce truc-là et je ne peux pas l'éditer. Je ne l'ai pas édité, mais je l'ai aidé à vendre. Donc j'ai demandé, actuellement c'est une Nigériane qui coordonne ce travail que j'ai demandé. Mais comme ça tarde à venir et que je vois les demandes des gens, je me suis dit, le travail que nous allons faire, nous allons extraire un petit guide comme ça, mais leur dire que ça ne s'attribue pas comme ça au calendrier. Parce que le calendrier africain, le calendrier Yoruba par exemple, est différent de l'autre. Voilà. Donc pourquoi vous allez prendre des noms, ce n'est pas des prénoms. Donc donnez des noms à vos enfants de telle sorte que leur cra, leur sang soit en rapport. Donc, donnez des noms comme ça. Aujourd'hui, ça nous joue des tours. Ça nous joue des... Il y a plein de choses qu'on n'explique pas. Moi, je dis qu'il faut quand même être sérieux. Dans ce domaine-là, c'est très très sérieux. Je ne peux pas encourager un frère à choisir un nom calendaire comme ça pour donner à son enfant parce que c'est son destin qui est en jeu. Et je dis qu'aujourd'hui, nous sommes capables d'aider nos frères à choisir des noms. Même un frère du Rwanda qui t'explique les noms au Rwanda, un plus âgé peut l'aider à composer son nom et à choisir avec sa famille un nom qui lui convient. Mais il ne faut pas absolument, parce que ça sonne bien, j'ai entendu des gens appeler, bon, je ne vais pas les citer, mais des noms, on prend des noms qui sonnent bien, à Lingala, Elikia, ça sonne bien, ou d'autres. Mais tout ça, ça n'a rien à voir avec l'enfant. Ça n'a rien à voir. C'est comme les noms égyptiens. On prend tous ces noms-là, mais la plupart des noms égyptiens ne sont pas des noms égyptiens, ce sont des noms grecs. Ce sont des noms que les Grecs ont collés. Donc quand on les prend, soi-disant qu'on fait un retour à nos ancêtres, c'est déplacé, c'est pas ça. Oui. C'est comme Ofoe, le président, donc tout le monde appelle son enfant Ofoe. Alors Ofoe, c'est pas un joli nom? Non. C'est un nom pour conjurer mauvais, ça signifie ordure. Oui. Donc les gens qui ne savent pas dire c'est beau, il est président, ils donnent ça à leurs enfants. Non, mais ça ne veut rien dire. Les noms, c'est très, très, très délicat. En tout cas, le but de ces deux rencontres, c'était pour vous dire que les Africains ne donnent pas de nom et de prénom parce que, par le hasard du calendrier comme ça, mais que chez nous, en Afrique, le non-respect a un rituel qui est toujours en cours, même si nous vivons à l'étranger. Et aussi, c'est un message pour nos frères de la diaspora, pour leur dire qu'ils n'ont pas à s'en faire, parce qu'ils n'ont pas eu à choisir les noms. Mais si un jour, d'aventure, ils se trouvaient en Afrique, ils veulent se faire choisir un nom, même ne serait-ce que entre parenthèses pour le garder, il y a des possibilités aujourd'hui. Ils savent leur date de naissance, ils savent le jour de naissance,
c'est déjà deux éléments. Ils savent dans quelles circonstances, où ils sont nés, c'est déjà des éléments assez importants pour que des initiés chez nous puissent leur donner, leur proposer, parce que chez nous on ne force jamais le nom, on propose, leur proposer des noms qui soient, même si ça ne correspond pas à leur nom exact, mais qui soient en concordance avec leur être profond. Parce que chez le noir, et là je m'arrête sur ça, c'est quelque chose qui est très fondamental. C'est-à-dire que le noir, tous les peuples noirs, c'est la même chose. L'individu n'a pas de sens sans sa communauté. Ça n'existe pas. C'est-à-dire qu'un individu a un sens que parce qu'il appartient à une communauté et que parce qu'il a une descendance et il a une ascendance. Et donc on ne peut pas l'extirper comme ça pour dire que demain il s'appelle Jean-Jacques de Beauséjour. S'il a eu à le faire, c'est les circonstances. Mais ces circonstances-là, nos ancêtres savent. Ils lui pardonnent ça parce qu'il n'a pas fait exprès pour faire ça. Surtout, c'est vrai pour nos frères de la diaspora. Donc, ils n'ont pas de complexe à avoir parce que les gens du continent eux-mêmes, ils sont plus aliénés parce que c'est eux-mêmes qui ont acheté leur aliénation sans contrainte. Voilà, je termine sur ça. Merci. Vous voyez, par rapport à votre question, vous voyez que chez les Akans, le symbole, le Sirman, c'est représenté un peu comme ça. Parce que chez les Akans, il y a trois choses qui comptent. Il y a le siège du pouvoir, il y a le Hine qui est représenté par le roi, et il y a le tam-tam parleur. Les deux tam-tam parleurs, parce que chez tous les peuples Akans, le tam-tam parleur annonce tous les événements. Même aujourd'hui, même où nous sommes en moderne, vous allez à Koumansi, et pendant le jubilé du roi, c'est le tam-tam parleur qui va, quand quelqu'un d'important meurt dans un village à Caen, on l'annonce par le tam-tam. Il y a des gens qui sont là, qui ont été initiés pour décoder le langage. Parce qu'on n'annonce pas la mort d'un roi à Caen, on ne le dit pas. On l'annonce par le tam-tam, et peut-être qu'on annoncera la vraie mort peut-être 1 an après, ou des fois même 2 ans après. Parce que pendant ce temps, il y a des choses qui se passent. Alors j'ai une question. Les trois symboles dont vous avez parlé, comment ils se disent en langue à Caen? Ah mais il y a le Adjoua. Adjoua c'est le grand tam-tam. D'accord. Le grand tam-tam. Il y a le Hine. Hine qui est le chef, le symbole du pouvoir. Le Hine. Et il y a le Sirman. Le Sirman c'est le siège. Voilà, le siège. Okay. Et Adingra ou Adinkra, c'est quoi? Les Adingra sont des symboles. Parce que vous savez que chez les Akans, avant l'arrivée même des Européens, les Akans faisaient l'extraction des minéraux, de l'or. Et vous savez que, par exemple, dans tout le pays Akan, même tout le siège là, bon, je fais une parenthèse. Vous savez que ce que les Anglais voulaient, quand ils ont attaqué le pays Akan, c'était de prendre le trône d'or. Et la légende dit, moi je suis allé le voir, ça se trouve au musée à Londres, que les Akans ont fabriqué un faux trône. Et ils ont piégé les Anglais. Les Anglais ont pris le faux trône, qui était aussi en or. Et ils ont cru qu'ils avaient pris le trône. Le fameux trône, quoi. Et ils l'ont ramené. Et quand on voit, c'est la légende. Le vrai trône se trouve à Koumassi. Donc, les Adingra, ce sont des symboles, parce que tout ce que font les Akans, c'est codifié. Parce que vous savez que les Akans ont l'écriture. Il y a le Twi qui s'écrit, le Twi qui se parle. Moi, par exemple, mon père parlait couramment le Twi, le écrivait couramment. Et avant l'arrivée des Blancs, on utilisait cet alphabet-là. Mais depuis l'arrivée des Blancs, le Twi ne s'écrit plus en symbole. Mais avant, les Adingra nous permettaient de représenter, par exemple, la lune. Et je vous ai parlé des saisons. Quand vous allez chez les Akans, chez le chef, par exemple, il y a une canne qui est plantée dans la cour. Et sur les cannes, vous voyez chez les Akans, vous voyez les symboles des oiseaux. Par exemple, le coq chante. Chaque oiseau a son temps pour chanter. Par exemple, si un coq chante à une heure qui n'est pas la bonne, ça annonce une mauvaise nouvelle. Donc tout ça c'est représenté. Ce qui fait que l'enfant qui grandit dans la cour, moi-même j'ai fait des travaux sur l'éducation, comment on appelle ça, l'habitat chez les Akans et ses fonctions éducatives. Parce qu'un enfant, quand on l'éduque dans une cour, pour qu'il apprenne à travers les symboles, donc les Adingra, à reconnaître son peuple, son appartenance et à comprendre son histoire. Et son histoire est résumée à travers les Adingra. Par exemple, là, on a ça,
Mais vous voyez là-bas, j'ai des trucs les jumeaux, ça c'est pas seulement chez les Akans, mais vous avez deux castagnettes là, comme ça, qu'on donne aux jumeaux. Si c'est les triplés, on met les trois. J'ai pas de livre là pour vous le montrer. Et c'est plein de symboles, les Adingras. Il y a un livre qui s'appelle Symboles africains. Je sais pas, il y a pour acheter ici, chez moi, ici même. Et tout est représenté là-dedans. Et chez les Akans, pour peser l'or, par exemple, tout ça, nous les avions avant l'arrivée des Blancs. Et ça fonctionne toujours. Vous allez au pays à Caen, ils ne vont pas vous peser les trucs sur les balances comme ils font là. Ils vont le peser toujours avec leurs mesures à eux. Donc, il y en a au moins 36. Et ces 36-là constituent ce qu'on appelle la Dingra. La Dingra même, c'est un symbole aussi de puissance parce qu'un des princes à Caen s'appelait Kwame Adingra. Et donc les Adingra, quand vous entendez les Adingra, ce sont des symboles. Il y a des livres même qui... C'est dommage, j'aurais dû vous sortir un livre pour vous montrer les Adingra. Et chaque Adingra a son sens. Il y en a beaucoup. Il y a un site internet qui s'appelle Adingra qui montre les symboles. Qui montre tous ces symboles-là. Vous avez un livre en référence à cette histoire de trône, l'histoire... Trône d'or? Oui, du trône d'or. Parce que quand je recherche, c'est souvent en anglais. Non, en France, c'est dommage, moi-même, mon propre cousin en a écrit un, il est décédé, ils n'ont pas reproduit. Je dis que je vais le faire, mais par exemple, il y en a beaucoup. Il y a si vous avez l'histoire, la thèse d'un Français sur les Ashantis, il y en a un autre sur les Brons, il s'appelle Diamant. C'est écrit comment? Je vais vous demander. Il y a un livre, il y a un film qui va se faire, enfin un dessin animé plutôt sur le prêtre qui s'appelle Anouki. Oui, Anouki. Oui. Voilà, vous voyez, mademoiselle a dit le prêtre. Et moi j'ai dit l'autre jour le féticheur. Non, mais prêtre et féticheur c'est pas pareil. Hein. Féticheur, prêtre, ça a une valeur, tandis que féticheur c'est un peu... Voilà, c'est le chef spirituel. C'est le chef spirituel. Voilà, c'est le chef spirituel. Voilà, si on dit chef spirituel. Prêtre c'est chrétien, et féticheur c'est pacotille apparemment. En fait c'est quelque chose de fait à la main. Non, c'est parce que c'est dans leur langage que c'est devenu comme ça. Oui, mais je crois que la racine, en fait, elle veut dire pacotille, en fait. C'est pour ça que c'est pas bon de dire... En fait, c'est un objet fait main. C'est ça, en fait. C'est quelque chose, c'est juste pour dire que c'est un objet sans vraie valeur. Donc après, ils ont donné la valeur... Voilà. Et il y a la connotation péjorative, mais c'est du portugais, en fait. Oui, c'est ça, c'est portugais. Parce que Konfo Anouki, c'est pour le peuple Ashanti. Konfo Anouki a été envoyé, d'après la légende, mais d'après notre histoire, je ne dirais pas légende, a été envoyé pour voler au secours du peuple qui était en danger. Quand vous allez à Koumassi aujourd'hui, pour ceux qui ne croient pas, vous pouvez aller jusqu'à 1998, on pouvait aller voir les traces, mais maintenant il est enfermé, vous payez 5, peut-être 2 euros, et vous voyez, Konfo Anouki est descendu du ciel. Et il a planté son épée. Oui. Là où ça s'appelle Merlin en plus. Voilà. Là où il a planté l'épée en question, j'ai des photos, mais je ne vais pas je vais plus vous le montrer. L'épée en question était entourée d'or, parce que je vous dis, chez tous les Akans, c'est l'or qui représente le... Même les guerriers qui parlent, leur sable même en or. Dans toutes les familles Akans, un Akan ne meurt pas en laissant, par exemple, de l'argent, ça n'a pas d'importance. C'est laisser de l'or. Mais cet or-là, on ne va pas l'utiliser n'importe comment. Par contre, moi j'aimerais bien les références, je vais prendre après. D'accord. Déterrés, ils n'ont pas réussi. Moi, quand j'étais petit, que mon père me racontait, je ne croyais pas. Mais quand je suis allé vivre un peu au Ghana, je suis allé tous les jours, j'allais jouer sur l'épée et j'ai vu de mes propres yeux. Moi-même, j'ai amené ma propre fille pour aller lui, parce que si je lui racontais, elle a dit, mais pourquoi tu me racontes des histoires? Donc je l'ai amenée, elle a vu, elle a essayé, j'ai dit, il faut essayer. Mais des petits malins ont essayé avec des machines d'aller casser le bout en or. Donc maintenant, ils ont construit une petite maison. Quand vous allez, vous payez 2 euros ou 3 euros, et on vous ouvre, vous allez regarder. Et c'est le plus grand, le premier hôpital, le premier centre hospitalier que Nkrumah a offert à l'Afrique. Ça quitte comme ici, jusqu'au métro Châtelet. C'est un hôpital, ça s'appelle Konfo Anouki Hospital. Et Konfo Anouki, par exemple, c'était le Konfo, donc le prêtre, chef spirituel. La sœur, parce que pour continuer le trône, vous savez que chez les Akans, l'héritage se fait par le système matrilinéaire.
le garçon de la sœur. La sœur était stérile. Donc il fallait résoudre ce problème. Il fallait quelqu'un. Donc Confuanochi est venu, Confuanochi a soigné la sœur stérile, et la sœur stérile a donné naissance à un enfant qui est au Pokuari, qui est monté sur le trône après. Parce que Osei Tutu, qui est l'histoire, le roi des Ashanti, n'avait pas d'héritier. Donc il fallait résoudre ce problème. Et pour résoudre ce problème, Confuanochi est arrivé, comme l'heure Jésus-Christ arrive. Donc voilà un peu le mystère de cette histoire. Donc maintenant ce qu'on va essayer de voir, c'est donc l'univers. Alors on a parlé de ces noms. Je ne vais pas reprendre point par point, mais je vais vous dire simplement, par exemple Kwame. Vous avez vu que ça soit chez les Baoulés ou que ça soit chez les autres, on trouve le nom Kwame. Kwame a une signification. Ce n'est pas seulement le jour. Kwame va désigner, par exemple, Kwame, c'est le jour de l'univers. C'est dans l'univers, c'est celui qui prend forme dans l'univers. Et vous allez avoir, par exemple, le même Kwame, c'est le puissant, le mystère. C'est l'univers du bois sacré. Donc, quand on dit Kwame, par exemple, je vous disais qu'on donne des sobriquets. Mais ce n'est pas n'importe quel sobriquet. Chaque nom a un sobriquet qui lui va. Tu ne peux pas donner n'importe quel sobriquet comme ça. C'est pour ça qu'il n'y a pas de nom et de prénom comme ça. Parce que ces noms-là, on va donner le sobriquet. Les gens qui connaissent, ils vont le donner en fonction du jour. Par exemple, si on a dit que Kwame, c'est l'univers, le sobriquet que va prendre Kwame, il va être en rapport avec les forces de l'univers. Et de là, Kwame va avoir des totems. Voilà le système des totems aussi. Parce que si par exemple on vous dit que votre surnom c'est le boa, on ne va pas vous donner ce surnom par simple fantaisie. C'est qu'il y a un rapport. Et ce rapport-là, il se pourrait que Kwame, étant un grand chasseur, a été un jour délivré par le serpent boa. Donc Kwame va avoir pour totem, il ne va pas manger, lui et sa descendance, personne ne mangera le serpent bois. Par exemple, moi qui vous parle, je ne mange pas de poisson silure. Parce que dans notre histoire, notre grand-père aurait été sauvé de l'eau par un poisson silure. Donc toute sa descendance ne mange pas de silure. C'est une alliance. Je l'ai dit à ma fille, elle dit qu'elle n'est pas concernée. Je lui ai dit, tu fais ce que tu veux, moi je ne mange pas de silure. Et il y a des gens qui ont essayé, qui sont couverts de boutons, on ne sait pas pourquoi, ou des choses comme ça. Donc, pour vous dire que ce n'est pas des choses qui sont professées comme ça dans le vide, ça tient vraiment à... Et par exemple, si on prend le nom Akissi, si on veut lui donner un surnom, une étiquette. Akissi, c'est le lundi, le premier jour que vous avez vu là chez les Baoulés, pas chez les autres. Alors chez les Baoulés, on va lui donner une étiquette, mais une étiquette qui... Désigner par exemple, c'est le jour de l'univers. C'est dans l'univers, c'est celui qui prend forme dans l'univers. Et vous allez avoir par exemple le même Kwame, c'est le puissant, le mystère. C'est l'univers du bois sacré. Donc quand on dit Kwame, par exemple, je vous disais qu'on donne des sobriquets. Mais ce n'est pas n'importe quel sobriquet. Chaque nom a un sobriquet qui lui va. Tu ne peux pas donner n'importe quel sobriquet comme ça. C'est pour ça qu'il n'y a pas de nom et de prénom comme ça. Parce que ces noms-là, on va donner le sobriquet. Les gens qui connaissent, ils vont le donner en fonction du jour. Par exemple, si on a dit que Kwame, c'est l'univers, le sobriquet que va prendre Kwame, il va être en rapport avec les forces de l'univers. Et de là, Kwame va avoir des totems. Voilà le système des totems aussi. Parce que si par exemple on vous dit que votre surnom c'est le boa, on ne va pas vous donner ce surnom par simple fantaisie. C'est qu'il y a un rapport. Et ce rapport-là, il se pourrait que Kwame, étant un grand chasseur, a été un jour délivré par le serpent boa. Donc Kwame va avoir pour totem, il ne va pas manger, lui et sa descendance, personne ne mangera le serpent boa. Par exemple, moi qui vous parle, je ne mange pas de poisson silure. Parce que dans notre histoire, notre grand-père aurait été sauvé
de l'eau par un poisson silure. Donc toute sa descendance ne mange pas de silure. Je l'ai dit à ma fille, elle dit qu'elle n'est pas concernée. Je lui ai dit, tu fais ce que tu veux, mais moi je ne mange pas de silure. Et il y a des gens qui ont essayé, qui sont couverts de boutons, on ne sait pas pourquoi, comme ça. Donc, pour vous dire que ce n'est pas des choses qui sont professées comme ça dans le vide, ça tient vraiment à... Et par exemple, si on prend le nom Akissi, si on veut lui donner un surnom, une étiquette, Akissi c'est le lundi, le premier jour que vous avez vu là chez les Baoulés, pas chez les autres. Alors chez les Baoulés, on va lui donner une étiquette, mais une étiquette qui va être en lien avec le destin, ce que je vous ai dit, le Nkrabia, c'est-à-dire avec le destin d'Akissi. On ne va pas lui donner l'étiquette parce que un tel Akissi est joli, et donc on va l'appeler Akissi la jolie. Non, on va lui donner un surnom, ce qu'on appelle là maintenant dans les surnoms, un surnom, une étiquette, parce que ça, c'est pas elle qui choisit. C'est le groupe communautaire qui choisit que Akissi peut porter ce surnom-là ou cette étiquette-là parce que dans son passé, on a vu que son destin est lié avec ce que ça veut dire son nom. Donc, les étiquettes que la communauté donne, pas les étiquettes qu'on se choisit, les étiquettes que la communauté donne est toujours en liaison avec un sens bien précis. Par exemple, le Kwadjo, c'est un univers paisible. Vous voyez? Que ce soit chez le Baoulé, alors que le jour n'est pas le même. Vous avez vu que là, Kwadjo et chez le Baoulé et chez les autres groupes, ce n'est pas le même. Mais les deux, ça renvoie exactement au même sens. Kwadjo, c'est l'univers, Kwadjo des jours tranquilles. Kwadjo, c'est l'univers paisible. Donc, un enfant qui va s'appeler Kwadjo, pour X raisons, on va l'appeler Kwadjo. Si on voit que cet enfant est trop turbulent, alors là aussi, on va rentrer dans des considérations. Si l'enfant est trop turbulent, qui ne correspond pas à son truc, on va solliciter le prêtre qui va le consulter. C'est que il conjugue un mauvais sort. Donc, on va essayer de le ramener sur le chemin de son destin. Parce que le destin, le prêtre peut vous aider à vous resituer dans votre destin. Et c'est ça que les Européens n'ont pas compris et qui disaient que on s'amusait avec des amulettes, on fait des fétiches à gauche et à droite. Parce que, alors que tout ça, si vous voulez, quand vous regardez ce qui se passe ici, du baptême à tout ça, ça correspond à peu près aux mêmes choses. Voilà. Alors, Kwabena, par exemple, Kwabena, c'est l'univers d'initiation. Quand on s'appelle Kwabena, on a quelque chose à voir avec l'initiation. Donc, tous les noms, tous les 7 noms, les 7 noms semainiers correspondent à un sens bien précis. Par exemple, Kofi, retour à domicile. Mais ne le prenez pas dans le sens littéral comme ça, parce que la traduction est difficile. Donc, on est obligé de traduire littéralement comme ça, mais vous pouvez vous-même l'interpréter de plusieurs façons. C'est Kofi du jour le retour au domicile, c'est Kofi du jour du domicile, et le retour à un domicile qu'il va fortifier pour protéger les siens. Donc tous ces sens-là sont rattachés à tous les noms de la semaine correspondent à un univers de sens bien précis. Alors, si je vous dis par exemple Kwaku, Kwaku par exemple, c'est un univers dévasté. Donc quand on s'appelle Kwaku, on est Kwaku, on doit faire très attention. C'est-à-dire que le prêtre va faire de telle sorte que Kwaku, le sens qui est rattaché à son nom, c'est comme quand vous avez fait des rêves, qu'on interprète les rêves. C'est-à-dire que le nom que vous portez va donner un univers de sens qu'il faut que la famille l'interprète pour pouvoir vous aider à évoluer avec votre destin. Autrement, si par exemple vous êtes né un jour, vous portez un nom dont le destin n'est pas bon et qu'on ne fait rien, on a vu des gens à qui n'arrive pas toujours de bonnes choses. Et les gens se demandent, mais qu'est-ce que j'ai fait, mon Dieu, pour être toujours... et après, ils retournent au village, par exemple, pour aller faire des sacrifices. Et une fois qu'ils ont fait des sacrifices, après, ils s'aperçoivent que même si ça n'a pas changé, ça s'est amélioré. Donc c'est toujours en liaison avec leur destin, avec leur Nkrabia.